Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue et merci d'être venus en si grand nombre. Mon nom est François Le Tourneux, je suis conservateur et responsable de l'action culturelle au Musée d'art contemporain de Montréal. Nous avons l'immense plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui, dans le cadre d'une programmation conjointe, Ngonefal, commissaire d'exposition indépendante de réputation internationale, pour cette grande conférence intitulée « Un itinéraire singulier de l'architecture à l'art contemporain ». J'aimerais commencer par vous remercier très chaleureusement, cher Ngoné, de votre présence et d'avoir accepté notre invitation à prononcer cette conférence sur votre parcours professionnel qui promet d'être fascinante et que nous avons tous très hâte d'entendre. L'événement d'aujourd'hui a été pensé comme un point de jonction entre deux programmes. D'une part, celui de l'ambitieux colloque international Réseau de l'Atlantique Noir, Patrimoine, Savoir et Solidarité, qui s'est déroulé au cours des 4 derniers jours dans divers lieux et institutions à travers la ville et que la conférence de Ngonefal vient clore. Un événement très riche, aussi bien sur le plan de la qualité de ses intervenantes et intervenants que de la diversité de sa programmation qui mêlait conférences plénières, projections, ateliers participatifs, tables rondes, expositions et performances artistiques. Nous aimerions remercier très chaleureusement Diane Gistal et Nigra Juventa d'avoir accepté de collaborer avec le musée dans le cadre de cet important événement. Et nos remerciements vont également à Morija Kitenge Banza pour son aide à la concrétisation de cette collaboration. Du côté du MAC, la conférence de Ngonefal fait également partie d'un cycle de grandes conférences internationales sur le commissariat d'exposition, lancé au printemps dernier, qui s'inscrit dans une série d'initiatives et de réflexions menées par l'équipe de la conservation en vue de la réouverture du musée sur la place des Arts suite à son grand projet de transformation. Après Meg Onley, commissaire au Whitney Museum, et Candice Hawkins, directrice du Forge Projects à Taconic, New York, Ngonefal est la 3e invitée de cette série, dans laquelle les intervenantes sont invitées à nous parler de leurs expériences et de leurs perspectives sur les défis et possibilités qui s'offrent à la pratique du commissariat d'exposition. Ces conférences, tout comme le symposium Réseau de l'Atlantique Noir, proposent au public une occasion unique d'explorer les dynamiques actuelles du monde de l'art et de ses institutions et de réfléchir à son avenir. La conférence sera prononcée en français, durera 1 heure approximativement et sera suivie d'une période d'échange avec le public pendant laquelle nous ferons circuler des microphones dans la salle. Merci de les utiliser pour que vos interventions soient également archivées. Merci également de vous assurer que vos téléphones sont bien éteints. Voilà, avant de céder la parole à Diane Gistal, qui vous parlera davantage du colloque et présentera notre invité, j'aimerais également remercier tous nos collègues du CCA, à commencer par Mariem, bien sûr, Philippe, toutes les équipes, pour leur accueil cordial et leur soutien sans faille. C'est toujours un très, très grand plaisir de collaborer avec vous. Merci de vous joindre maintenant à moi pour accueillir chaleureusement Diane Gistal, directrice générale et fondatrice de Nigra Juventa et organisatrice du colloque Réseau de l'Atlantique Noir. Alors bonjour à toutes et à tous, et comme François l'a précisé, donc je suis la directrice et la fondatrice de Nigra Juventa. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes un organisme dédié à l'appui, à la reconnaissance et à la mise en valeur des artistes afrodescendants et afrodescendantes, africains et africaines en art contemporain, et on le fait à travers la création, la diffusion et la préservation de leurs œuvres. On est particulièrement heureux aujourd'hui de vous accueillir donc au symposium RAN, Réseau de l'Atlantique Noir, Patrimoine, Savoir et Solidarité, qui est un espace consacré au dialogue transatlantique, aux pratiques artistiques contemporaines, à la restitution des patrimoines et aux solidarités entre communautés afrodescendantes et communautés autochtones. Ce symposium vise à renforcer les liens donc, entre les communautés, mais aussi à promouvoir une compréhension plus fine des enjeux liés à l'héritage de l'Atlantique Noir, tout en soutenant des initiatives concrètes où les arts et la culture jouent un rôle central dans les transformations sociales. Alors pendant 5 jours, nous avons réuni donc des artistes, des chercheurs et des chercheuses, des travailleurs et des travailleuses culturelles, aussi des membres de la société civile, autour de thématiques majeures, comme je le mentionnais, la restitution des patrimoines culturels ou l'impact des technologies numériques dans la préservation et la diffusion de ces savoirs. Ce symposium qui est porté par Nigra Juventa, en étroite collaboration avec des partenaires essentiels qui rendent aujourd'hui ce projet possible.
Je me dois de mentionner le Consulat général de France à Québec, grâce à qui, aujourd'hui, nous avons le privilège notamment d'accueillir l'invité d'honneur qui rendent possible cette conversation, le Goethe Institut de Montréal, le Conseil des arts du Canada, le Fonds culturel franco-allemand et bien évidemment le Musée d'art contemporain de Montréal, qui aujourd'hui, avec qui nous co-présentons cette conversation, et ainsi que de nombreux autres partenaires, collaborateurs et collaboratrices et institutions qui ont contribué à cette édition. Alors aujourd'hui marque la dernière conférence du symposium. C'est un moment très fort et pour cette dernière conférence, d'avoir une invitée aussi prestigieuse, c'est extrêmement précieux pour nous. Et je tourne à ma seconde page, pardon. Et je suis particulièrement honorée et particulièrement émue d'avoir le privilège d'introduire Gone Fall, une très très grande commissaire qui a inspiré ma trajectoire et a ouvert le champ des possibles pour moi, ainsi que pour de nombreuses femmes commissaires d'Afrique, des Caraïbes et des diasporas. Alors Gone Fall, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est une commissaire d'exposition et spécialiste en ingénierie culturelle. Elle a été directrice de la rédaction de la Revue Noire, magazine d'art contemporain africain, à Paris de 1994 à 2001. Elle a conçu des expositions en Afrique, Biennale de Bamako en 2001 et de Dakar en 2002, en Europe et aux États-Unis. Elle est l'auteure de plans d'orientation stratégique et de rapports d'évaluation pour des fondations et des organisations internationales. Elle a été professeure à l'université Sangor d'Alexandrie, donc en Égypte de 2007 à 2011, ainsi que conférencière à la Mikali School of Arts du Cap, en Afrique du Sud, en 2017, et à l'université Abdou Moumouni de Niamey, au Niger, en 2018. En 2018, elle a été nommée par le président français Emmanuel Macron commissaire général de la saison Africa 2020, une série de plus de 1500 événements culturels, scientifiques et pédagogiques organisés dans 210 villes, partout en France, de décembre 2020 à septembre 2021. Je vous invite donc à accueillir notre invité d'honneur, Gone Fall. Bonjour. Tout le monde est bien réveillé? Je suis née avec cette voix. Hein. Merci pour ces mots. Je ne savais pas que je t'avais inspiré un petit peu. Merci au MAC, merci au CCA et à ta structure, Diane. Merci à toi. Merci à Morija, qui essaie désespérément depuis plusieurs années de me faire traverser l'Atlantique et mettre les pieds pour la première fois au Canada, puisque je n'étais jamais venue ici. Je suis moi aussi honorée de faire la conférence de clôture de ce symposium qui a été riche et très inspirant. Alors, je vais vous parler rapidement de mon parcours, qui est bizarre, mais en fait, vous allez comprendre la logique. Et ensuite, dans la deuxième partie, c'est surtout m'arrêter sur une exposition que j'ai conçue en 2016. Et ça, c'est une commande de François, qui voulait que je prenne un projet comme cas d'étude pour aborder comment est-ce qu'on réfléchit en tant que commissaire à l'expérience visiteur et surtout à la mise en espace des œuvres et à la scénographie. Alors, donc, pour commencer, voilà, ça c'était il y a très 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 longtemps qu'on peut voir. J'ai toujours une petite tête, mais j'ai l'air un peu plus innocente. Donc ça, c'était le jour de la soutenance de mon diplôme, le 1er juin 1993. Et mon mémoire de diplôme était en fait un musée. C'était un pont qui reliait l'extrême ouest du continent africain, qui est la ville de Dakar, donc l'extrême ouest de cette presqu'île, à un phare qui se trouve à 1,5 km au large pour guider les bateaux. Et c'est sur ce plan d'eau de mer, il y a des rochers, puisque la ville de Dakar est un ancien volcan. Et donc, ces rochers, on appelle ça la chaussée des Almadies. Et j'ai posé un pont, en fait, qui retraçait, à partir de la côte, l'histoire des grands empires du Moyen-Âge, et avancer dans le temps, parler de toute l'épopée du continent et de ses liens avec l'Europe,
et avec les Amériques, mais pour regarder à travers ces migrations volontaires ou forcées, quels avaient été les impacts sur le plan culturel. Donc c'était une sorte de pont musée. Et donc déjà, on voit que dans mon travail d'architecte, la question muséale et de l'histoire était assez présente. Il faut savoir que j'ai fait l'école spéciale d'architecture, qui était en tout cas à l'époque une école assez atypique, qui mettait l'accent sur l'expérimentation et pas sur tout ce qui était calcul d'ingénieur. Et moi, en arrivant de Dakar, j'ai voulu faire cette école parce que je voulais absolument avoir comme professeur Paul Virilio, qui était un écrivain, un penseur et un philosophe, dont j'avais lu l'ouvrage Les bunkers de l'Atlantique, qui m'avait profondément marqué. Donc il a été mon prof, mon mentor et bien évidemment mon directeur de mémoire. Mais à travers ce projet, à une époque où évidemment Internet n'existait pas, donc beaucoup de recherches dans les bibliothèques, donc je me suis replongée dans l'histoire et j'avais beaucoup de questions en suspens. J'ai commencé à travailler comme architecte, mais avec toujours cette idée de, à travers ce projet de mémoire, je reliais 3 continents et comment est-ce que dans ma pratique d'architecte, je pouvais continuer à le faire et toutes les questions muséales qui m'avaient intéressée, comment est-ce qu'en tant qu'architecte, je pouvais continuer sur cette voie-là. Et j'ai rencontré 2 architectes français qui rentraient du Mali, où ils avaient fait toute leur carrière, et qui venait de monter le premier magazine d'art contemporain africain au monde. Donc Revue Noire, qui était un magazine trimestriel bilingue français-anglais, avec une distribution internationale. Et ils recherchaient quelqu'un du continent africain qui allait sillonner le continent à une époque où justement l'information n'allait pas, pour faire des visites d'ateliers, rencontrer les artistes de toutes les disciplines, mais également les philosophes, les penseurs. Et moi, ce qui m'avait motivée, c'était de me dire qu'il y a un couple qui est suffisamment fou pour me payer pour découvrir mon propre continent. Et que j'allais faire ça pendant... parce que souvent, on dit on est africain, mais en fait, c'est assez abstrait. Ce continent, il fait 30 millions de kilomètres carrés et actuellement, on est plus d'1,3 milliard de personnes. Donc finalement, dire je suis africaine, ça ne voulait pas dire grand-chose, surtout dans ces années-là. Et je me suis dit, je vais faire ça pendant 2 ans. Et ensuite, je vais retourner à l'architecture. Paul Virilio était assez en colère que j'arrête l'architecture. Et finalement, je ne suis jamais retournée à l'architecture parce que c'était passionnant pendant toutes ces années de faire ce magazine. On a aussi monté une maison d'édition dédiée pour faire des grands livres, des petits livres. Donc là, vous avez quelques exemples que je vous montre assez rapidement. Et forcément, quand on est précurseur sur ce champ dans un contexte français et européen du début des années 90, où les gens disaient, y compris les gens dans les musées, qu'il n'y avait pas de création contemporaine en Afrique. Et ces 2 architectes, Jean-Loup Pivant et Pascal Martin Saint-Léon, qui, eux, avaient passé toute leur vie au Mali, voulaient démontrer que ce n'était pas vrai. Donc, pour le démontrer, la preuve à l'appui, c'était ce magazine. Mais en fait, on avait du coup une connaissance, une compréhension des contextes et des réseaux qu'on avait construits au fil des années que personne n'avait. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, on apprend le métier d'éditeur, parce que j'étais directrice de la rédaction. On commence à écrire, ce qui n'était pas forcément quelque chose que je faisais. Et on a aussi commencé à être sollicité par justement la francophonie ou la Commission européenne pour faire des rapports ou les conseiller par rapport aux politiques culturelles dans les pays africains. Et du coup, aussi a commencé à faire des expositions. Donc, je me suis lancée. Et donc, ma première exposition, c'était à la Biennale de Dakar en 1996. Là, j'ai retrouvé au fin fond de mes archives une des œuvres de Abdoulaye Konaté, qui est aujourd'hui un des grands noms de l'art contemporain, et qui avait accepté à l'époque d'être dans cette exposition que j'avais montée dans un parc en face d'un collège de jeunes filles. Là, c'est Georges Adéagbo, que j'avais rencontré en 1995, donc 1 an avant, qui était totalement inconnu. Aujourd'hui, c'est aussi une des grandes figures de l'art contemporain. J'avais également Pascal Martin Taillou, qui était inconnu. Et donc voilà, comment ça explique des gens que j'ai rencontrés dans ces années-là, que nous avons publiés dans le magazine et dans le livre, ont eu aussi des débuts de visibilité et d'opportunités à travers ce magazine.
Et ce qui fait que souvent, ça m'agace un peu quand on me demande si je connais Pascal Martin Taillou ou Elena Tsui ou Patati et Patata. Il faut rappeler poliment aux gens que j'ai peut-être l'air d'être jeune, mais je ne le suis pas. Donc là, c'est juste pour vous expliquer comment est-ce que de l'architecture, j'ai commencé à drifter et que j'ai jamais eu le temps de revenir. J'ai continué à faire des petits projets à Dakar. Il y a une maison de plage qui me survivra pour la postérité, qui appartient à ma sœur. Et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le Radisson du centre-ville de Dakar, qui s'appelle maintenant l'Hôtel Noum, qu'on a inauguré avec une équipe d'architectes sud-africains en 2009. Là, c'est un projet où, en 2015, je suis invitée par un musée danois dans une petite ville. C'est le musée Trafolt à Kolin, qui m'invite en me disant « Nous, on est un grand musée dans une petite ville. On n'a jamais eu d'artistes qui ne viennent pas soit du Danemark, soit d'Europe, et quasiment pas non plus des États-Unis. Donc, on aimerait bien s'ouvrir au reste du monde. Et est-ce que vous pouvez nous proposer quelque chose avec des artistes issus des territoires du Sud ?» Donc j'ai commencé à réfléchir. Et à ce moment-là, il y avait au Danemark un festival dont la thématique, c'était l'art dans la société. Et donc en 2015, pour nous rafraîchir la mémoire, il y avait la campagne du Brexit au Royaume-Uni avec une rhétorique assez toxique. Et c'était aussi la première campagne de Donald Trump pour les élections présidentielles de 2016, où il y avait aussi parfois des dérapages verbaux. Et de là où j'étais à Paris en train de réfléchir à quel type d'exposition je pourrais faire pour le musée, il y a ce proverbe, Peul, qui m'est revenu en tête et qui en fait était pour moi une sorte de boussole tout au long du processus de conceptualisation de l'exposition. Celui qui a appris sans comprendre, celui qui a compris sans apprendre, celui qui n'a ni appris ni compris, ces trois-là, un jour, provoqueront la destruction de l'humanité. Et à partir de là, j'ai pensé à un auteur et à un roman que tous les jeunes, en tout cas de ma génération, ont lu en cours de littérature au collège. En français, ça s'appelle « Le monde s'effondre » de Chinua Achebe. Ce livre a été traduit en plus de 50 langues et la chance, c'est qu'il avait aussi été traduit en danois. Et ce livre est incontournable quand on parle de littérature africaine charnière autour des années d'indépendance, c'est-à-dire autour de 1960. Ça, c'est un extrait qui résume assez bien le livre, Okonkwo étant le personnage principal. Peut-être que dans son cœur, Okonkwo n'était pas un homme cruel, mais toute sa vie a été dominée par la peur de l'échec et de la faiblesse. Ce n'était pas extérieur, mais au plus profond de lui-même. C'était la peur de lui-même. Et c'est à partir de là que je me suis dit, je vais prendre ce roman comme point de départ pour avoir un regard justement sur ce monde en 2015, où j'avais l'impression que, et du côté de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amérique, on était en train de partir à la dérive et qu'ils allaient nous entraîner dans leur propre perte. Et j'ai commencé à structurer l'exposition, que j'ai appelée de façon très littérale en référence au livre de Chinua Achebe. Donc, When Things Fall Apart, Critical Voices on the Radar. Ce qui m'intéressait, c'était de voir, et dans le cas de ce festival, les artistes dans la société, et dans le contexte qui m'inquiétait du monde en 2015, avec le roman de Chinua Achebe en tête, quels étaient les artistes, justement, qui, à un moment donné ou à un autre, ou de manière constante, avaient pris position pour les questions de justice équitable, de changement social, mais aussi d'empathie. Et donc, je me suis dit, je prends comme source d'inspiration un roman, et je vais aussi, moi aussi, raconter une histoire qui serait aussi comme une sorte de mise en garde pour les visiteurs. Donc, une histoire en 3 chapitres, justice équitable, changement social
et empathie. L'exposition a duré quasiment 9 mois. Ce qui m'intéressait aussi, c'était la possibilité de dérouler tous les mois un programme public. Et on a fait des clubs de lecture, justement, puisque le roman avait été traduit en danois. Et il faut savoir que ce musée est dans une zone rurale. Donc, moi, je sais qu'à un moment donné, il y a une dame qui m'a dit oh, c'est bien, vous avez l'air intelligente, c'est la première fois que j'entends une Africaine parler. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, on est nombreux comme moi. Mais c'est important, je pense, quand on est commissaire indépendant et qu'on est invité dans un pays et dans une structure, de bien comprendre la culture, le contexte, et aussi à quel public on va avoir affaire. Parce qu'on a tendance à dire, quand on est entre Africains ou quand on est noir, on n'a pas besoin d'expliquer les choses. We don't state the obvious. Et donc, on gagne du temps. Mais là, c'était tout à fait l'inverse. Il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Et dans un musée qui n'avait jamais eu d'artistes de ces territoires-là, les défis étaient multiples. Donc, j'ai divisé l'expo donc, en faisant référence à ces 3 chapitres. Et en fait, chaque chapitre et chaque artiste a été introduit par une citation. Donc je me suis aussi amusée à travers le roman, à ne pas prendre des citations du roman, mais aller chercher des citations à travers les siècles et sur différents territoires pour justement introduire des œuvres à ce public-là. Donc la première citation qui était à l'entrée de l'exposition, « Celui qui se bat avec des monstres doit prendre garde à ne pas devenir un monstre. Et si vous regardez longtemps dans un abysse, l'abysse vous regarde également. » Là, je faisais très clairement référence à Donald Trump et Nigel Farage qui portaient ces deux, l'un le Brexit, l'autre la campagne présidentielle. Et la première chose qu'on voyait en arrivant dans l'exposition, c'était justement donc cette œuvre de Pascal Martin Taillou, dont j'ai parlé avant. Parce qu'en fait, je discutais aussi avec Taillou, on s'était croisés à Paris. Et je lui parlais de mon idée d'exposition. Il m'a dit « Ah, mais c'est chouette, moi j'ai fait justement une œuvre monumentale en référence au monde s'effondre de Chinua Achebe. » Et je lui ai dit « Alors, si je confirme que je vais prendre ça comme point de départ, est-ce que tu acceptes d'être dans l'exposition et en fait d'être un petit peu l'introduction qu'on te trouve à l'entrée ?» Et il m'a dit très calmement « Si tu ne me mets pas dans l'exposition, je ne te parle plus. » Il faut savoir que cette œuvre, donc, comme vous la voyez, elle fait 10 mètres de long, 6 mètres de large et 3 mètres de haut. Heureusement qu'elle avait été achetée par un musée à Vienne, donc on l'a fait venir avec un courrier sur un camion frigorifié dans des caisses avec des suspensions hydrauliques, mais ça prenait évidemment beaucoup de place. Du coup, c'est aussi quand on a le plan de la salle d'exposition en tête, puisque quand j'ai été architecte, j'ai aussi fait de la scénographie. Et je pense l'exposition en pensant qu'est-ce qui se met à côté de quoi comme œuvre, quel est le dialogue que les œuvres entre elles, et quelle est l'expérience que je veux que le visiteur ait, que ce soit sur le plan intellectuel, émotionnel ou autre. Et souvent, on se retrouve coincé parce que soit l'œuvre est trop chère, on n'a pas les moyens, parce qu'on est aussi responsable du budget, soit on n'a pas la place. Donc j'ai aussi dû faire des choix pour cette expo, mais Taillou, ça me semblait assez fondamental. Et donc là, comme on voit, c'est des objets qui tombent du ciel. Et il faut être de petite taille, les enfants peuvent passer en dessous et les adultes sont obligés de se baisser. Et en fait, on ne peut pas accéder à la salle de l'exposition tant qu'on n'a pas traversé cette œuvre. Mais donc l'effet, et ça c'est l'effet que Taillou avait voulu quand il a créé cette œuvre et on a respecté la fiche technique qu'il nous avait donnée. Donc lui, il est en introduction. Ensuite, par rapport à la justice équitable, ce qui m'est venu en tête comme citation pour introduire le premier chapitre de ce roman exposition. Donc c'est cet extrait de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et là, on a une série d'artistes. Et là, on voit comment est-ce que justement, dans le passage, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque œuvre et de chaque artiste, mais que vous ayez des visions générales de l'exposition et puis des moments d'arrêt sur certaines œuvres, puisque comme je l'ai dit, chaque œuvre est introduite par une citation et que ces citations ont aussi leur importance pour donner des clés de compréhension à un public qui n'a pas l'habitude de voir des artistes d'Asie du Sud-Est, de Palestine, du continent africain ou d'Amérique centrale.
et qui avaient besoin d'être guidés. Alors, la première citation pour introduire une artiste indonésienne: « Les hommes ne sont pas prisonniers du destin, mais seulement prisonniers de leur propre esprit », donc de Franklin Roosevelt. Ça, c'est pour introduire Arar Mayani, qui parle donc des questions de patriarcat. La deuxième artiste, ça c'est une de mes citations préférées au monde: « Nous sommes pour la différence, pour le respect de la différence, pour le droit à la différence, pour l'encouragement de la différence, jusqu'à ce que la différence ne fasse plus de différence. » Et ça, c'est Jonetta Cole, qui est anthropologue, éducatrice, qui a été la directrice du Smithsonian National Museum of African Art à Washington, D.C. Et ça, c'est pour introduire une artiste qui est aussi une très grande militante LGBT, qui à l'époque vivait à Kampala, en Ouganda. Et après l'expo, elle a demandé l'asile via un réseau d'associations LGBT. Elle vit maintenant aux États-Unis. Et ceux qui ont pu visiter parmi vous la dernière Biennale de Venise, elle était dans l'exposition internationale. Pour parler de Riyama qui va arriver, la femme n'est pas victime d'une mystérieuse fatalité. Il ne faut pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux. Je pense que toutes les femmes qui sont dans cette salle doivent hocher la tête par rapport à cette citation de Simone de Beauvoir. Et donc, Riyama, qui, elle, a fait une vidéo qui s'appelle Flower, et en fait, elle s'est projetée sur une toile, elle est en train de chanter une berceuse, et petit à petit, il y a une fleur qui apparaît jusqu'à la fin d'une berceuse qu'elle chante en swahili. La seule chose nécessaire pour le triomphe du mal est que les hommes de bien ne fassent rien. Donc ça, c'est pour introduire une autre artiste de Zambie qui, elle, a fait un roman graphique qui s'appelle Ayana la révolutionnaire. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune qui vit dans un monde où ce sont les multinationales qui ont pris le pouvoir. Et elle, dans une cave, à 20 ans, avec ses potes ados, il me montre une révolution pour justement se libérer de ces multinationales-là. Et donc, les visiteurs rentraient dans cette petite niche, pouvaient faire le tour et lire la BD. On les avait aussi, avec son autorisation, imprimés. On avait aussi fait des clubs de lecture avec les enfants. Et c'était aussi par rapport à des adolescents. Qu'est-ce qu'une révolution? Comment est-ce qu'on prend position? Qu'est-ce que ça veut dire avoir 15 ans quand on est africain, mais que ça veut dire quand on est fils de fermier? Voilà, et que régulièrement, on vous renvoie l'image de « Ah, mais tu n'es qu'un paysan quand on va à la grande ville, etc. » Donc, les discussions étaient assez intéressantes. Le deuxième chapitre, ça, c'est une citation de Malcolm X. Si vous ne prenez pas position pour quelque chose, vous tomberez pour n'importe quoi. Ça, c'était pour parler de changement social, où donc on accédait à la deuxième partie de la salle, où il y a des œuvres en dialogue. Et la première artiste, donc ça, c'est qui est introduite avec cette citation de Einstein: « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les observent sans rien faire. » C'est par rapport à justement, parfois, notre incapacité à surmonter la paralysie de l'horreur et de la laideur, et que cette paralysie profite aux méchants qui continuent à faire des choses méchantes. Et ça, c'est Regina José Galindo, qui est une artiste du Guatemala que j'aime beaucoup, qui est connue pour ses performances radicales. Et là, en fait, sur 2 kilomètres, pendant une quarantaine de minutes, elle va du palais du président de la République jusqu'à l'Assemblée nationale à Guatemala City, avec une bassine remplie de sang, de bœuf ou de porc, je ne sais plus. Elle s'arrête régulièrement pour tremper ses pieds, pour laisser des traces. Et elle a fait ça de façon silencieuse, de cette procession, et elle vient déposer la bassine de sang devant donc le Parlement au Guatemala pour manifester son désaccord par rapport au génocide des populations amérindiennes au Guatemala. Les hommes sont plus disposés à rembourser une blessure qu'un avantage, car la gratitude est un fardeau et la vengeance un plaisir. Et ça, c'est une vidéo qui s'appelle « The Perfect Leader », donc le leader parfait, de Zelmarie.
Et c'est une vidéo qui est très très simple, où c'est un homme en fait, et il y a une voix off qui dit « Voici le leader parfait, regardez comme il est habillé, voici le leader parfait, regardez sa cravate, voici l'oreille du leader parfait, qu'est-ce qu'il est capable d'écouter, voici la bouche du leader parfait. » Donc c'est un peu comme une parodie de l'ego de ceux qui nous gouvernent, et dont parfois on n'est pas toujours très fiers. Et la vidéo se termine où voilà, le monsieur est en marcelle et en caleçon. Les contes de fées ne disent pas aux enfants que les dragons existent. Les enfants savent déjà que les dragons existent. Les contes de fées disent aux enfants que les dragons peuvent être tués. Et ça, c'est une artiste kenyane, Wambui Kamiru, qui, elle, a recréé en fait un bar des années 60. Harambee 63, ça fait référence. Harambee, c'était un cri de ralliement des syndicats au Kenya pendant la colonisation britannique. Et 63 fait référence à l'année de l'indépendance du Kenya. Et elle disait qu'en fait, au moment de ces luttes d'indépendance, les seuls endroits où les activistes et les syndicats pouvaient se réunir sans susciter la suspicion des autorités britanniques, c'était une église ou un bar. Et ce qu'elle a fait, donc elle a recréé un bar très, très modeste. Elle a fait un montage vidéo de discours de leaders, de grandes figures, que ce soit JFK, Malcolm X, Aimé Césaire, tous des grands hommes essentiellement, mais il y a aussi des femmes, il y a aussi Angela Davis, qui ont fait des discours emblématiques en 1963. Et au sol, il y a 63 paires de bottes qui représentent justement cette année-là. Et ce qu'on voit, je ne sais pas si on le voit bien, ces bottes, en fait, sur ces bottes, elle a tagué à chaque fois un portrait d'un leader différent, ou africain, ou de la Caraïbe, ou des Amériques, un leader du monde noir. Et les visiteurs devaient décider est-ce que ce leader est un héros ou est un traître. Parce qu'on a des héros qui sont devenus des traîtres qui sont devenus héros. Tout ça, c'est aussi pour dire que ce n'est jamais noir ou blanc dans la vie et dans le monde, et que parfois, c'est confus. Et le but, c'était de venir avec un verre, une caisse de bière, de s'asseoir dans le bar, et de regarder la vidéo. C'était le menu qui était proposé, donc ce montage vidéo, et de se projeter dans son propre contexte et de réfléchir à ses propres révolutions sociales, politiques, culturelles dans son propre pays. Donc là, les visiteurs étaient contents parce qu'en général, comme vous le savez, dans les musées, il ne faut pas parler, il ne faut pas rire, il ne faut pas courir, il ne faut pas boire, il ne faut pas manger. En fait, il ne faut rien faire, à part regarder en silence. Et là, c'était tout l'inverse. On est dans l'exposition et on a cette salle. Et le but, c'est de regarder la vidéo, de commander un coup à boire, de la bière, puisque c'est ce qu'ils boivent le plus dans cette région, et d'apprendre d'abord des choses, parce qu'ils ne savaient même pas qui était Malcolm X. Ça m'a un peu troublé, mais il faut accepter que parfois les degrés de connaissance diffèrent d'un territoire à l'autre. Et ils ont pu eux aussi discuter de qu'est-ce qu'une révolution, et il y avait aussi beaucoup de discussions intergénérationnelles. On a même vu des couples venir régler leurs comptes dans le musée. Moi, j'y étais pas, mais on me l'a raconté. Je trouvais ça intéressant. C'était pas prévu, mais voilà, comment est-ce qu'on a des choses assez improbables qui peuvent se passer alors qu'on veut juste faire une exposition d'art contemporain. Nous sommes chacun notre propre diable et nous faisons de ce monde un enfer. Ça, c'est un artiste vietnamien qui, lui, a fait tout un travail sur la guerre du Vietnam et surtout sur l'agent orange. Il est interdit au Vietnam de parler de la guerre du Vietnam et encore moins de l'agent orange. Tout est censuré, y compris quand on y va pour une conférence. Il faut envoyer le document à l'avance, les images à l'avance. Ça passe au bureau de la censure. Et c'est seulement quand le bureau de la censure approuve moi, j'ai reçu mon visa. Et ils m'ont dit, les Vietnamiens, surtout, tu ne dévies pas d'1 centimètre, tu lis le texte, les images sont validées et il y aura des gens du bureau de la censure qui seront là pour vérifier, alors qu'on était dans une université privée. Donc c'est aussi ça, comprendre qu'il y a des contextes qui sont beaucoup plus difficiles que les nôtres. Et donc lui, Tai Tuan, comment parler de choses interdites
à travers ces grandes huiles sur toile. Et donc, c'est de parler de l'absence et de la destruction. Et souvent, pour les artistes vietnamiens, il y a ce jeu de cache-cache avec les autorités et la censure pour aborder des sujets qui sont interdits. Et parfois, le bureau de la censure peut arriver et demander, pendant le vernissage, à ce que l'expo soit fermée, même s'ils avaient donné l'autorisation, parce que tout d'un coup, ils voient des choses qu'ils n'avaient pas vues dans le dossier qui ne leur plaisent pas. La dernière partie, oublier n'est pas une option, ça c'est un slogan de l'île de la Grenade dans la Caraïbe, quand dans les années 80, les États-Unis les envahissent parce qu'ils sont en rébellion, et ça a traumatisé toutes les îles de la Caraïbe. Mais du coup, l'oubli n'est pas une option est devenu un slogan qu'on entendait dans les chansons là-bas. Et là, c'était vraiment pour parler d'empathie et de cette solidarité internationale qu'on a le devoir d'avoir. Ça n'engage que moi ce que je dis, mais je pense qu'il faut se mettre à la place des gens dans différents contextes. Et donc de Taïtuan, qui était la dernière œuvre, on aperçoit une autre œuvre là-bas, qui introduit ce dernier chapitre, avec cette citation « Quand je laisse aller ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être ». Et ça, c'est une artiste de Gaza, Nida Badwan, qui, elle, se baladait dans les rues de Gaza City en jean, basket, t-shirt, et qui a été harcelée par des gens qui lui ont reproché de ne pas porter le voile, pourquoi elle portait un jean. Et ça l'a beaucoup énervée, et donc elle a décidé de se mettre en retrait de la société. Et elle s'est enfermée pendant 100 jours dans sa chambre, où elle a fait des autoportraits, où elle rêvait d'un autre monde dans lequel elle vivait. Donc, elle s'est mise en scène, en fait. Donc, la série s'appelle 100 jours de solitude, en référence au roman de Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Et elle n'est pas sortie de sa chambre pendant ces 40... Et voilà, on voit qu'on est au bout de l'expo et on voit au loin la grande œuvre de Taïu. Nida, quand elle est venue, il y avait une galerie italienne qui avait vu le communiqué de presse de l'exposition, qui était intéressée par son travail. Donc l'idée, c'est qu'après l'expo au Danemark, elle a exposé dans la galerie. Ça a été compliqué de la faire sortir de Gaza en 2016, parce qu'il fallait l'autorisation d'Israël. Ils sont tombés amoureux sous mes yeux. Du coup, il est resté en Italie. Ils ont eu une fille. J'étais persuadée qu'il appellerait Ngoné, même pas. Donc, voilà. Et effectivement, vous imaginez par rapport à ce qui se passe depuis quelques années à Gaza, ça l'a beaucoup affectée. Elle est en pleine dépression, en fait. Et elle ne produit plus, alors que c'est une artiste très talentueuse. Et ce qui amène à cette citation, ce qui soulève réellement l'indignation face à la souffrance, ce n'est pas la souffrance intrinsèque, mais le non-sens de la souffrance. Et ça, c'est pour introduire une artiste que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, Tiffany Chung, qui est une américano-vietnamienne, qui a quitté le Vietnam à l'âge de 8 ans sur un bateau avec ses parents, mais ils s'y sont pris 3 fois. Donc, les 2 premières fois, ils ont échoué, ils ont été en prison. Donc, elle a été déjà emprisonnée à l'âge de 7 ans. Et c'est à 8 ans que finalement, ils arrivent à partir et que leur bateau les débarque en Californie, où elle grandira. Et donc, c'est des années plus tard qu'elle revient au Vietnam pour la première fois. Et je pense que par rapport à son histoire personnelle, justement, cette question de l'empathie et de la détresse humaine, c'est quelque chose qui est récurrent dans son travail. Là, par rapport à cette installation, ce qu'on voit, ce sont des citations. En fait, elle a passé beaucoup de temps à Genève, au Haut Commissariat pour les réfugiés. Parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est elle aide les Vietnamiens comme elle qui sont partis dans les années 70. Certains sont perdus de vue. Il y a des familles qui ont été séparées et qui ne savent pas où sont devenus les autres membres. Et donc, elle a monté une association où elle aide les familles à se retrouver. Donc là, il y a des citations qui viennent de la Shoah, il y a des citations du génocide du Rwanda, il y a des citations de différents moments difficiles de l'humanité. Et le but, c'est de s'asseoir avec humilité, comme un élève,
et de lire toutes ces citations qui sont sur des ardoises. J'ai connu les ardoises, je pense que je dois être la dernière génération à avoir utilisé les ardoises et les craies. Et ces sacs de soldats de l'armée américaine qu'elle a également brodés, pour que justement absorber tous ces témoignages de réfugiés et de survivants. Ça, c'est aussi une citation que j'aime beaucoup, c'est la dernière œuvre. « Nous sommes tous frères sous la peau, et moi, au nom de tous, je serai prête à écorcher l'humanité pour le prouver. » Ayn Rand. Et là, c'est un artiste que j'aime beaucoup aussi, qui est malheureusement décédé l'année dernière. On a mis du mal à s'en remettre. Dinh Khieu, qui est probablement, très certainement, l'artiste vietnamien le plus célèbre. Lui également, l'histoire des Boat People. Donc, il a grandi aux États-Unis. Et comme Tiffany, lui, il est rentré au Vietnam avant Tiffany. Et c'est quelqu'un qui... Imaginez tous ces gens qui sont partis sans rien. Donc, il n'a pas de photo de lui jeune, pas de photo de ses parents jeunes. Et quand il est rentré au Vietnam, il a eu cette obsession des histoires familiales. Et donc, il passait son temps sur les marchés d'antiquaires à racheter des albums photos que des gens, peut-être comme lui, avaient laissés. En fait, il cherchait des photos de lui, de sa famille, qu'il n'a jamais trouvées. Mais là, ce qu'il a fait, c'est ce qui ressemble à une plage. En fait, c'est un océan de toutes les photos. C'est ces 8 grosses caisses de photos d'identité qui sont retournées. Et ce qu'on demandait aux visiteurs, c'est de ramasser une photo. Tout au fond, il y avait une table avec un scanner et de scanner la photo. Il avait monté un site internet où, en fait, il mettait toutes les photos en base de données pour que toute la diaspora vietnamienne puisse dire ça c'est mon tante, ça c'est ma tante, ça c'est mon grand-père, etc. Et ensuite, lui, il a envoyé cette photo. Donc, comment créer une chaîne de solidarité et impliquer donc le Danemark dans ce processus-là, avec cette vidéo où, en fait, c'est le dernier, un des derniers bateaux de migrants repris de justice, banni d'Angleterre, qui arrive en Australie. C'est aussi une très forte critique de la politique migratoire de l'Australie, pour leur rappeler qu'eux aussi sont arrivés en tant que migrants et que c'était pour avoir un monde meilleur. Donc il a reconstruit ce voilier et il l'a allumé. Et donc la vidéo, c'est ce voilier qui est en train de brûler sur la plage. Donc on entend le bruit des flammes et des vagues. Et les visiteurs donc, marchent comme s'ils marchaient sur une plage. Et le but du jeu, c'est de ramasser des photos et d'alimenter la base de données. Donc les voilà tous, ces 12 artistes avec qui j'ai travaillé pendant 1 an pour monter cette exposition. Certains, je les connaissais, comme Taïou. D'autres, je ne les connaissais pas. Comme Nida de Palestine, et je suis toujours en contact avec eux, et je pense que on est tous dans ce cas-là comme commissaire d'exposition conservateur. On travaille avec des gens, quand ça se passe bien, en général ça se passe toujours très bien, parce qu'on n'est pas fou, et on garde des liens, et ça crée des familles et des réseaux. Et voilà, donc dans mon cas, ce réseau, il s'étend sur plusieurs continents. Et le visiteur, il ressort avec une conclusion qui est aussi une lueur d'espoir après cet appel à l'empathie de Aimé Césaire, que vous connaissez tous, j'espère, poète et écrivain, député maire de Fort-de-France, un des fondateurs de la négritude, qui était un courant de pensée. Il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'aube. Et on est encore dans ce moment-là aujourd'hui. Et j'espère que tous, individuellement et collectivement, tous les matins quand on se réveille, même si on n'a pas de poste dont on pense qu'on a des responsabilités et un impact énorme, en tout cas en tant que commissaire d'exposition, moi ce que je transmets, c'est d'essayer de transmettre une certaine conscience, parfois de la joie, mais individuellement, on est cette armée silencieuse et notre mission, notre devoir, c'est de ne pas livrer le monde aux assassins d'aube qui sont un peu trop nombreux en ce moment. Je vous remercie.